Eh ben c'est parti, bienvenue à tous pour ce quatrième live Bubble. Je suis Thomas Mourier, donc je suis le rédacteur en chef de Bubble, de toute la partie éditoriale. Et depuis un mois, en fait, aussi des lives Facebook où on se propose de décortiquer une nouveauté et de vous proposer de poser des questions à ces auteurs. Cette semaine, on a décidé de faire un nouveau format, un format qui est plus pop culture, où là on s'intéresse à une œuvre et à son adaptation dans la pop culture, et là plus particulièrement au ciné ou aux séries télé, vu qu'il y en a pas mal. Et donc on expérimente là pour la première fois ce nouveau format. Et je vous ai demandé en sondage sur le groupe Facebook quelle série vous aimeriez voir en premier décrypter. Et donc c'est tombé sur Watchmen, la série de Damon Lindelof sur HBO. Et ça tombe super bien parce que j'avais vraiment envie d'en parler. C'est une super série et en plus elle est un peu particulière par rapport aux autres. On en reparlera un peu plus tard dans le déroulé, mais elle est un peu différente des autres adaptations et c'est ça qui est vraiment intéressant. N'hésitez pas à interagir soit sur ce que je suis en train de dire et j'essaye de lire en temps réel et de vous répondre, même s'il y a un tout petit décalage, soit me poser des questions sur le comics, sur la série ou sur le film. Je vais essayer d'y répondre en même temps. Et en toute fin de live, vous me direz aussi si vous voulez qu'on fasse un moment un peu plus spoiler. Je vais essayer de pas du tout spoiler ou très peu parce que la série télé est un peu cryptique. On est un peu obligé de faire des mini spoilers pour pouvoir en parler, mais j'irai pas très loin pour pas vous gâcher le plaisir évidemment. Mais donc vous me direz si vous voulez qu'on fasse un moment pour ceux qui l'ont vu ou ceux qui voudraient en savoir un peu plus spoil vers la fin. Ça, c'est donc la couverture de l'édition courante chez Urban Comics de Watchmen d'Alan Moore, Dave Gibbons, John Higgins pour les couleurs. Donc c'est un recueil de 12 numéros qui sont parus à partir de 1986 et ces 12 numéros forment une histoire complète. Donc c'est un comics qui est donc paru en 1986 et qui est assez important. C'est un comics un peu pivot dans l'histoire des comics et même dans l'histoire de la bande dessinée en général. Car c'est une histoire qui a marqué le genre super-héros et qui a marqué aussi la bande dessinée car les auteurs en fait sont allés vraiment loin dans le concept et ils ont essayé de réfléchir à une œuvre qui pouvait être faite que en bande dessinée et c'est pour ça que la question de l'adaptation est un peu périlleuse et du coup oui merci pour le commentaire, c'est cool de voir ça. Oui du coup, l'adaptation est un peu périlleuse, surtout qu'Alan Moore refuse en fait d'être associé à la moindre adaptation et ne voulait pas à l'origine qu'il y ait des adaptations. Donc ça, c'est un peu, on va y revenir, mais du coup, c'est un petit peu compliqué. Et cette bande dessinée, en fait, elle est pivot, elle est importante aussi parce qu'elle elle utilise plusieurs niveaux de narration. Elle a utilisé aussi pour la première fois de systématiser la planche en 9 cases, le 9 grid panel qui est assez importante et qui est reprise maintenant par pas mal d'auteurs et qui a permis en fait aux auteurs aussi de faire un autre type d'expérimentation. On retrouve aussi une BD dans la BD, mais je vais en parler un peu plus tard. Il y a aussi beaucoup de textes, beaucoup de faux journaux, de faux rapports, de choses comme ça qui sont inclus dans la BD et qui remplacent en fait dans les comics une zone qui était habituellement dédiée plutôt aux publicités ou aux choses comme ça. Donc c'est intéressant aussi de voir comment les deux auteurs ont vraiment utilisé tout l'espace qui était disponible pour créer quelque chose d'un peu nouveau. Et Alan Moore en fait va reprendre pas mal tous ces concepts en fait dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires qu'il va faire plus tard avec Kevin O'Neill et on retrouve pas mal de trucs qui sont déjà en gestation là-dedans. Mais du coup pour revenir à Watchmen, donc c'est une BD de super-héros avec pour parti pris d'imaginer qu'est-ce que ce serait les super-héros dans le monde réel. Donc si les super-héros étaient là, comment ils seraient appréhendés, comment ça serait géré au niveau politique, au niveau du quotidien. Et du coup, évidemment, les auteurs ont une version, vision un peu noire. On a pas mal de choses qui tournent autour donc du vigilantisme, de la surveillance étatique, de qui se fait justice soi-même, de la dérive de ce que peut être la police, etc. Avec cette fameuse maxime qui surveille les gardiens, ou Watch the Watchmen, et qui va traverser comme ça toute l'œuvre, et là aussi sans trop spoiler la fin, qui va être importante pour vraiment l'arc narratif principal sur qui a le droit de se faire justice soi-même et pourquoi, au nom de quoi. Donc ça c'est assez important et ça va être vraiment au cœur du truc. Et l'autre chose c'est que c'est une dystopie.
Donc en fait, notre monde est pris pour point de départ dans les années 80, avec un léger décalage. Les Américains ont gagné le Vietnam grâce à un super-héros, et on est au bord de la Troisième Guerre mondiale. Et on a une horloge, on va en parler aussi, toute la symbolique de l'horloge, qui est très très importante et qui va revenir tout au long de l'album et dans la série télé aussi. Et cette horloge, en fait, qui va minuter le temps qui reste avant l'apocalypse, avant que les Russes et les Américains se tirent dessus. Donc voilà, tout ça, c'est le contexte de Watchmen. Et dedans, on a les auteurs euh, qui ont pioché en fait des vieux super-héros dans le catalogue de Carlton Comics que DC venait de racheter, en fait, des super-héros qui étaient plus utilisés. Et Alan Moore avait commencé à retravailler ses personnages à partir de là, jusqu'à ce qu'il ait plus le droit de le faire finalement. Et en fait, il a modelé quand même ses personnages en s'inspirant de personnages existants, mais il les a créés du coup pour l'occasion. Donc ça, c'est intéressant. Et pour justifier un peu ça, et je trouve que c'est une des grandes idées du livre, c'est il a créé une équipe de super-héros, mais aussi une équipe de super-héros qui les a précédés. Donc en fait, les super-héros qu'on a dans Watchmen et qui sont les super-héros qu'on va suivre, dont on va découvrir le passé, etc., ont déjà une équipe précédente qui avait tout installé, qui ont été les premiers super-héros. Et ça, c'est assez malin parce que le décalage entre les deux va nous faire mieux accepter les nouveaux héros et va pouvoir créer des passerelles entre héros vieillissants et héros plus jeunes. Et justement, cette histoire de passation est assez importante puisque le livre s'ouvre sur le meurtre d'un des super-héros les plus anciens, donc le comédien. Donc là, c'est pas un spoil, hein, c'est le tout début du livre. Donc le comédien est assassiné et Rorschach, qui est l'enquêteur, qui est le super-héros qui va enquêter, dont on va suivre en fait la pensée à travers son journal intime, qui va nous donner tous les détails, en fait, va enquêter sur la mort de ce comédien et soupçonner qu'un tueur de héros sévit et veut essayer d'éliminer tous les super-héros. Et donc ça va être le point de départ de son enquête. Donc voilà, donc il joue avec tout ça. Et donc je parlais de plusieurs niveaux de lecture. Ça c'est important dans la BD et on va le voir aussi pour la série télé, pour l'adaptation. C'est pour ça que j'en parle en préambule. Ça fait une intro un peu longue. Euh, donc il y a plusieurs niveaux de lecture, c'est-à-dire il y a la bande dessinée qu'on est en train de lire, il y a le journal intime qui se superpose à l'action, qui raconte pas forcément la même chose. On a une bande dessinée dans la bande dessinée, on a un jeune garçon qui lit une des bandes dessinées les plus populaires du moment dans cet univers, qui est un récit de piraterie, qui est vraiment glauque, vraiment violent, mais qui fait écho, il y a tout un sous-texte qui fait écho à ce qu'on est en train de lire nous sur les super-héros. C'est-à-dire que comme dans leur univers à eux, ils ont déjà les super-héros, ils lisent pas d'histoires de super-héros, mais du coup ils lisent des histoires de pirates, c'est ça qui est à la mode. Et d'autant plus que l'écrivain, enfin le scénariste qui propose ces récits de pirates, est aussi un personnage de la BD qui va avoir son importance dans l'enjeu, enfin dans la situation finale. Donc voilà, tout ça c'est imbriqué et tout ce qui est paratexte, donc des rapports de police, des faux journaux. On a un livre autobiographique d'un ancien super-héros donc, qui a écrit son autobiographie qui va raconter un peu sa vie de Minutemen, de la grande époque avant d'avoir pris sa retraite, qui va dévoiler aussi des choses que des gens n'auraient pas aimé voir dévoiler. Il y a une agression sexuelle contre un autre super-héros. Du coup, tout ça fait un récit méta qui est assez intéressant et qui va nous permettre, nous lecteurs, de nous projeter dedans et de relier des fils, de faire comme Rorschach et de faire notre petite enquête à nous. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est un univers qui a été pensé et conçu comme de la science-fiction, donc c'est une dystopie, mais surtout qui a été pensé et conçu comme un genre de polar en fait. On est plus dans l'univers du polar avec des rues sombres, un enquêteur un peu dur qui maltraite tous les gens qui l'interrogent. Il y a de l'ultra-violence, on va dire, c'est désespéré, il y a beaucoup de choses comme ça, donc c'est vraiment traité à la façon plutôt polar, même s'il y a beaucoup de choses de science-fiction derrière. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le héros principal n'est pas quelqu'un de sympa et pas quelqu'un de recommandable. Donc ça, c'est assez intéressant. Enfin, le protagoniste principal qui raconte l'histoire, c'est un personnage qui est raciste, homophobe, qui est réactionnaire. Donc c'est bon, c'est quelqu'un de courageux aussi, c'est quelqu'un qui prend l'enquête en main, qui tient à ses amis, qui va essayer de remonter le fil,
mais c'est pas quelqu'un de recommandable, c'est pas quelqu'un de sain, et toute sa psyché qu'on découvre en fait au fil du livre en fait nous donne pas du tout envie d'être de son côté, même si il va rester dans l'imaginaire collectif comme le héros de Watchmen. C'est vraiment pas un mec sympa. Mais même en fait au-delà de ça, les personnages principaux en fait sont tous peu recommandables. Si on reprend par exemple le comédien qui est le seul super-héros, enfin un des derniers super-héros officiels, parce que dans la BD, ils ont inventé l'idée, c'est un des premiers à prendre cette idée-là, qui est reprise pas mal dans pas mal de comics maintenant, de dire que les super-héros sont interdits par le gouvernement, donc ils ont dû stopper leur carrière, à part quelques-uns qui ont bien voulu travailler pour le gouvernement et se rallier à la cause. Et donc le comédien est un des derniers qui était là-dedans, et c'était pas du tout quelqu'un de recommandable aussi, il a des secrets assez noirs, et ça avait l'air d'être un vrai salopard. Et du coup, c'est intéressant en fait que du coup ce super-héros officiel, ce super-héros recommandable par le gouvernement, est en fait un mec pas du tout recommandable. Et ça aussi, ça va rejoindre pas mal la série de Lindelof, on va le voir. Euh, donc je vais vous montrer, ouais, je vais mettre une affiche de la série télé. Tac. Je sais pas s'il y en a certains qui l'ont vu déjà. Donc là, l'idée, c'est pas du tout une adaptation, comme avait pu l'être le film de Zack Snyder. En fait, en 2009, il y a eu un film de Zack Snyder qui a repris la bande dessinée de manière assez canonique. Il a fait pas mal de plans qui ressemblaient, il a été très fidèle, sauf la fin. Il a changé pas mal la fin, mais peut-être ça aussi, c'est une question d'idéologie, parce qu'on a parlé on va pas faire de politique, hein, mais on a parlé un tout petit peu de ces héros un peu salopards, racistes, etc. Et donc on a des curseurs, hein, c'est-à-dire que dans les réalisateurs aussi, Zack Snyder, c'est quelqu'un qui est plutôt à droite, un peu réactionnaire, etc. Et Damon Lindelof, c'est quelqu'un qui est plutôt à gauche. Et toute la série sur HBO là, qui est sortie en 2019, c'est une œuvre qui est vraiment qui travaille sur des thématiques de société. Donc ça va être sur le racisme, sur les personnages féminins mieux mis en avant, etc. Donc on va en reparler, mais du coup il y a un vrai enjeu politique. Et justement ça se voit bien entre les deux adaptations et pourquoi ils ont choisi de faire telle adaptation ou telle autre. Donc ça c'est intéressant aussi. Mais bon, c'est un autre débat. Et donc cette adaptation, elle prend place 35 ans après. C'est-à-dire il faut avoir lu la BD en fait. Donc évidemment les scénaristes, le showrunner et ses scénaristes ont travaillé pour que ça se voit comme ça, hein. Si vous n'avez pas lu la BD, la série se comprend bien, ils ont mis pas mal d'indices. Il y a des parties très didactiques avec des personnages qui introduisent d'autres personnages, qui racontent des événements. Il y a des flashbacks bien faits, ils ont inventé d'autres choses pour nouer tous les bouts. Mais franchement, c'est une série qui est faite pour être vue en ayant lu le comics. En fait, d'ailleurs, ils récompensent pas mal les fans parce qu'ils mettent beaucoup de easter eggs, ils mettent beaucoup de choses cachées, de petits clins d'œil, de trucs qui nous font marrer. En fait, si on a lu la BD, tout de suite on dit ah oui, ça c'est ça, il va faire ci, il va faire ça. Donc c'est assez marrant. Et donc tout est fait pour que si vous ayez lu le comics, c'est vachement mieux. Et du coup, donc 35 ans après, on a de nouveaux événements. Donc là, je fais pas de spoil pour l'instant, mais la fin de Watchmen a ouvert un événement, a ouvert une situation. Et là, la série reprend 35 ans après des suites de ce qui s'est passé et comment la vie a évolué aux États-Unis. Bien sûr, ils font des parallèles avec ce qui se passe aujourd'hui, avec tout ce qui est Donald Trump et le côté un peu suprémaciste blanc qui se renforce. Et en fait, la série s'ouvre en fait sur un complot du Ku Klux Klan. Donc on a en fait des personnages du Ku Klux Klan dans le sud des États-Unis, dans l'Oklahoma, ah oui, qui se masquent avec des masques de Rorschach en hommage à ce héros donc, qui a été arrêté 35 ans plus tôt. Et donc qui vont essayer de comploter contre l'Amérique. Et de l'autre côté, on a une force de police. Donc ça va être les protagonistes principaux. Je vais vous mettre peut-être ça va être les protagonistes principaux. Donc il va y avoir des super-héros qui bossent avec la police de l'Oklahoma et qui ont obtenu le droit, grâce aux sénateurs, d'être masqués, de porter des masques pour se protéger, pour leur propre sécurité, suite à un incident où beaucoup de membres des forces de police se sont fait agresser en même temps.
Et du coup, ce point de départ où la police va pouvoir être masquée et où les super-héros vont être intégrés à la force de police dans cet état est vachement importante puisque on se rappelle que dans le comic books, les super-héros étaient interdits jusque-là. Et justement, il va y avoir un deuxième volet avec des personnages du FBI qui traquent les super-héros renégats, donc les super-héros qui ne sont pas officiellement affiliés aux forces de l'ordre, et donc donc qui les font tomber même s'ils font la justice ou même s'ils sont du côté du bien, entre guillemets. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et donc, il a repris d'autres personnages. Il y a une continuité, il y a des personnages du comics qui reviennent. J'en dis pas plus ou pas trop. Ah oui, je vois Christophe dans les commentaires qui dit on peut bien regarder la série sans avoir lu le comics. Ouais, c'est exactement ça, on peut le lire, mais effectivement, il y a deux trois niveaux de plus. Dès qu'on a lu le comics, il y a plein de trucs en plus. Et, Jory, oui, me fait préciser ça. C'est vrai que la série, le tout premier épisode, commence sur un massacre en fait où on a des suprémacistes blancs qui débarquent à Tulsa, donc dans l'Oklahoma, et qui massacrent toute une ville, ou quasiment toute une ville, et qui abat toute la population noire. Et il n'y a que quelques rescapés, ensuite deux enfants qui arrivent à s'en sortir. Et c'est le point de départ de tout ça, et qui va revenir en boucle dans plusieurs épisodes tout au long de ça. Et on a toute l'imagerie du Ku Klux Klan, que ça soit la garde-robe blanche de leurs costumes, que ce soit les pendaisons, etc. Donc ça, c'est très fort. Et ça revient pas mal là-dedans. Je reviens, tac, ici. Et donc voilà. Et ils vont faire là-dedans cette suite-là et expliquer comment le monde en fait s'en est un peu sorti, puis finalement s'en sort pas si bien que ça. Et on va avoir quand même des poches avec pas mal de choses où on va comprendre ce qui s'est passé. Là où ils sont malins aussi, c'est qu'ils utilisent pas mal le côté Vietnam, donc qui était évoqué dans la BD, mais sans plus. On avait juste l'épisode où on comprenait que le docteur Manhattan avait usé de ses pouvoirs avec le comédien, où ils avaient un peu fait du mal aux populations pour prendre possession et faire devenir le Vietnam un nouvel État américain. Et là, dans la série, c'est vachement bien intégré. Du coup, il y a des épisodes qui se passent même à Saigon, etc. Et c'est assez malin. C'est hyper bien imbriqué. Et dans la série, donc on parlait des petites choses un peu cachées comme ça, ils ont fait aussi une série dans la série. Donc dans le comics, il y a un comics dans le comics, donc cette histoire de pirate qui est une méta ou une relecture en sous-texte de ce qu'on est en train de lire. Et là, dans la série, il y a une série télé qui est faite en mode cache investigation sur les anciens super-héros. Et on retrouve cette première équipe donc, de super-héros qui est dans le comics, hein, donc la première équipe qui est évoquée, mais pas trop développée. Là, dans la série télé, ils vont vachement s'en servir. Donc, on est dans le futur, mais ils se servent vachement du passé. Du coup, ils sautent la génération un peu qui était évoquée dans le comics pour pas faire doublon. Et ils vont piocher comme ça dans cette première génération de super-héros. Et là aussi, beaucoup de trucs très malins. Ils tirent des fils hyper intelligents. Et du coup, si on connaît la BD, c'est malin. Et en plus, pour servir leurs propos, ils arrivent à utiliser des creux de la BD. En fait, dans la BD, il n'y avait pas tout qui était dit. Il y avait beaucoup de choses qui étaient dites, mais pas tout. Et là, ils ont été assez loin, les scénaristes. Ils vont chercher, ils utilisent des noms qui sont évoqués dans les rapports de police ou dans la confession du premier hibou qui raconte un peu de sa vie de super-héros. Et donc, en fait, ils vont piocher là-dedans. Et grâce à tous ces blancs, entre guillemets, laissés par Moore et Gibbons, ils vont s'en servir et hop, monter leur histoire à eux pour faire le lien entre les vieux super-héros et les super-héros d'aujourd'hui. Et c'est là où c'est vachement malin et c'est là où c'est pas une simple adaptation. C'est que du coup, en faisant ce pont et en utilisant tout ce qui a été fait avant et tout le non-dit un peu du comics, ils justifient pas mal dans leur série actuelle. Et du coup, c'est pour ça que ça sort pas du chapeau et que ça fait pas réchauffer. Du coup, on a envie d'en découvrir et il y a notamment un épisode, je crois que c'est l'épisode 6, qui est hyper intéressant parce qu'il se passe que dans le passé et c'est tout en flashback et on fait vraiment le lien avec le comics si on aime. Donc ça, c'est vraiment super chouette. Merci Christophe de mettre des liens sur les émeutes raciales de tout ça. Comme ça complète pas mal si vous voulez en savoir plus. Et c'est vrai que dans l'épisode 1, c'est vraiment bien mis en scène par la réalisatrice.
ils ont joué pas mal sur la colorimétrie, ils ont joué pas mal sur les décors, et on a vraiment l'impression que c'est filmé façon documentaire, quoi. C'est hyper impressionnant. C'est très très bien fait. Et là aussi, il y a des inserts avec des vieux films qui vont servir aussi en lecture méta, qui vont boucler avec la fin. Il y a un vieux film avec une ambiance piano et toute la bande son, elle est hyper bien aussi. Donc ça vaut le coup d'œil. Ils ont vraiment bien bossé leur truc. Et donc dans la série, sans trop en dire, mais je dis des choses comme ça, mais il y a pas mal de choses qui sont en miroir. Et donc en fait dans le comics déjà l'effet de miroir c'est vachement important. J'ai mis tout à l'heure une planche qui est conçue en miroir qui est une scène. Là, normalement, ça spoil pas trop si vous savez pas de quoi ça parle, donc c'est pour ça que je me suis permis de la mettre. Mais du coup, en fait, toute l'utilisation du miroir, elle est vachement importante dans la BD. Et dans la série, ils ont repris un peu ça aussi. Tout à l'heure, je vous ai montré un personnage de la série qui avait un masque intégral qui s'appelle Glass, donc qui est aussi le personnage du miroir. Et le miroir, en fait, on le retrouve beaucoup dans tout l'imaginaire de la série. Il y a beaucoup de miroirs, il y a beaucoup de jeux de miroirs, ils se regardent beaucoup dans le miroir. Et justement, ça fait beaucoup d'écho avec le passé et évidemment à l'image qu'on se renvoie, qui on est exactement. Le questionnement intime aussi qui est au cœur des super-héros, puisque les super-héros, il y a un côté, s'ils sont super-héros, c'est qu'ils sont un peu perdus, ils sont un peu brisés. On va dire que les super-héros dans Watchmen, ils ont plus un côté Batman, hein, ils ont plus un côté torturé, super-héros à vif, qui sont super-héros pour se réparer de quelque chose. Donc voilà, donc tous les jeux de miroir c'est intéressant et c'est pour ça qu'ils font pas mal de relais avec la BD. Et voilà, sans faire de spoil, il y a tout l'imaginaire de l'horloge qui est reprise dans la série qui est vachement importante. Il y a les expériences martiennes entre guillemets de Manhattan. Il y a aussi l'utilisation aussi, et ça c'est assez marrant, mais je pense que c'est un truc qui est fait un peu exprès, c'est les scénaristes utilisent les blagues comme commentaire ironique de l'action, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des personnages qui racontent une blague, et évidemment, on a en parallèle d'autres images qui nous racontent autre chose, et la blague prend un sens différent. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'Alan Moore fait beaucoup dans son écriture, même à tel point que ça devient en fait le truc principal de son album sur le Joker, The Killing Joke. Mais il le fait dans pas mal, ou presque tous ses albums. Il se sert d'une blague un peu pour créer une ambiance et évidemment la blague est plus du tout marrante vu qu'elle est tragique et ça il s'en resserve pas mal dans le film, donc voilà, j'ai noté plein de petits trucs comme ça un peu marrants. Y a Yann qui me dit en rapport avec la série où vous parlez aussi du film de Snyder, alors là c'est vraiment sur la série. L'idée c'était d'axer sur la série qui est la plus récente qui vient de sortir, mais on peut dire quelques mots du film de Snyder. Je l'ai évoqué en fait au début du live, j'en ai parlé un petit peu. Et donc voilà, pour dire que le film de Snyder, c'est vraiment. C'est plus proche du comics, et là, c'est vraiment sur le côté adaptation. Donc il a essayé de porter à l'écran l'intrigue et les personnages. Et il y a vraiment des trucs plutôt bien faits. Donc je parlais de la fin qui a un peu changé, et peut-être aussi de l'idéologie qui est différente. Mais en tout cas, c'est assez bien fait esthétiquement. Il a beaucoup bossé les plans, les ambiances. Il y a un côté vraiment froid et malsain, un peu genre à la Blade Runner. On sent qu'il fait froid, qu'on n'est pas bien, enfin dans les rues. L'image est vraiment bien faite, c'est vraiment bien filmé. Il y a une belle esthétique. Dans ce film aussi, ce qu'on peut noter, c'est la bande originale, la BO, elle est vraiment super. Et ils se sont servis d'une chanson de Bob Dylan pour faire le générique d'ouverture. Un générique qui est intéressant parce qu'il inclut plusieurs scènes du comics et il permet en fait dès le générique, dès le départ, de comprendre beaucoup de choses qui seraient un peu lourdes peut-être à détailler à l'écran. Et le générique est vachement malin sur ça, avec une scène sur le cimetière et pas mal de flashbacks. Il va placer comme ça les personnages sur une chanson de Bob Dylan. Et ce qui est intéressant, c'est que Bob Dylan, il est à l'origine en fait de Watchmen. Donc ça c'est assez marrant, c'est une anecdote que Dave Gibbons raconte. Et en fait dans Watchmen, chaque numéro, les 12 numéros sont assortis d'une citation. Et donc la première c'est une citation de Bob Dylan, puisque c'est elle qui a donné l'idée, enfin qui a suggéré l'idée aux auteurs.
et qui vient d'une autre chanson en fait, Desolation Road. Et en fait, c'est le point de départ de Watchmen, c'est avec ça qu'ils se sont dit, bah tiens, bah oui, il y a un complot, on pourrait parler des super-héros. Je peux vous lire la citation si vous voulez en français. C'est maintenant à minuit, tous les agents et l'équipe de surhommes sortent et ramassent tous ceux qui en connaissent plus qu'eux. Et voilà, donc c'est une citation qu'il y a dedans. Il y a plusieurs autres citations, il y a d'autres citations de chanteurs, il y a une citation de Nietzsche, etc. Il y a pas mal de choses. Mais c'est une citation qui sert vachement le propos. Et quand on écoute la chanson de Dylan, on comprend pas mal de choses. C'est assez frappant qui s'en sont inspirés. Et donc voilà, pour revenir à Snyder, il s'est inspiré donc de Bob Dylan en prenant une autre chanson, Time Are Changing, pour son intro. Mais en tout cas, il y fait référence et je trouve que la BO était chouette. Toute la digression pour dire ça. Voilà, en tout cas, donc le film était chouette pour les décors, l'esthétique, je l'ai trouvé vraiment bien. Ça rappelait pas mal l'univers du comics, donc pour ceux qui l'avaient vu, c'était un bon souvenir, même si je trouve que après avoir vu donc la nouvelle série, évidemment, ça n'a rien à voir. La nouvelle série est vraiment vraiment plus chouette et plus travaillée et, euh, et je trouve qu'ils vont chercher d'autres choses et ils se contentent pas juste de l'adaptation pour fans, ils vont vraiment vraiment assez loin. Donc voilà, j'en ai bien deux mots, mais on peut en reparler un peu après si vous voulez. Euh, je disais oui, donc la série, malgré tous les bons commentaires, toutes les bonnes critiques, toutes les choses comme ça, je disais en intro, Alan Moore était contre lui les adaptations. Donc évidemment, son nom n'est pas associé à ça. Il faut savoir qu'Alan Moore refuse tout. C'est-à-dire que son nom soit associé, mais il refuse aussi les crédits ou l'argent que ça pourrait rapporter. Il donne tout à son co-créateur. Et par contre, Dave Gibbons a été lui associé à cette série-là. Donc peut-être ça explique aussi qu'il y ait tous ces liens et que ça soit aussi fouillé, que ça aille aussi loin, je trouve, pour faire des parallèles entre les non-dits du comics et ce qu'eux font. Donc ça, c'est pas mal. Euh, alors Jory conseille aussi la série The Leftover. Ouais, moi je l'ai pas vu, mais il paraît que c'est chouette. C'est adapté d'un roman aussi. Là aussi, il s'est servi de quelque chose existant pour en faire sa série, mais j'ai pas encore vu. Ça a l'air chouette. Moi, j'avais vu Lost où j'avais été un peu comme tout le monde, enthousiaste, puis déçu, puis re-enthousiaste à la fin après avoir revu d'autres choses. Mais c'est un scénariste qui a bossé sur pas mal de gros projets, que ce soit Star Trek, donc Lost, sur d'autres films, Cowboy vs Alien ou des choses comme ça, sur plein de grosses licences. Et en comics, il avait fait une incursion aussi sur un Hulk vs Wolverine, je crois. Enfin, il avait fait deux trois comics, mais en tout cas, il se présente comme un gros lecteur de comics. Et franchement, quand on voit la série, on peut penser que c'est vrai. Il a vraiment un amour du truc. Mais ouais, je regarderai cette série aussi, ça m'intéresse. J'avais pas vu ça. Et la série Watchmen m'a bien convaincu de regarder son boulot, c'est assez chouette. C'est une série qui a en 9 épisodes, qui est présentée comme une saison 1, mais lui annonce qu'il n'y aura peut-être pas de saison 2. Même si, là aussi, sans spoiler, la fin laisse penser qu'il peut y avoir une saison 2 très facilement. Et c'est marrant parce que du coup, c'est en 9 épisodes, comme les planches du comics sont en 9 cases. Et donc là aussi, il y a toujours cette espèce de jeu de miroir assez improbable entre les deux. On dirait qu'il voilà, il y a un jeu vraiment entre les deux qui est assez fort. Donc voilà, donc pas sûr qu'il y ait une saison 2 ou peut-être une saison 2, mais en tout cas, la saison 1 se suffit à elle-même, ça se regarde vachement bien et pour moi, ça fait comme une œuvre qui se clôt puisque dans le comics, il y a un côté un peu comme ça. En fait, la fin, on pourrait voir une suite évidemment, mais ça se suffit à elle-même. Donc ça, c'est pas mal. Il y a plein de trucs un peu marrants. Je parlais pour les fans. Je mets ça aussi. Si vous avez vu la série, il y a ce fameux Lubman, donc un nouveau super-héros qui apparaît, super-héros qui a le pouvoir de s'immiscer dans tous les coins et qui glisse et qui est une vraie anguille. Donc qui est assez marrant et ils ont travaillé ce nouveau personnage et ils en donnent aussi l'explication. Et donc il joue vachement sur une possible nouvelle génération, puisque du coup on a la première génération qui était antérieure au personnage du comics, la génération des Watchmen tels qu'ils sont décrits dans le comics, la nouvelle génération avec euh, les personnages que je vous ai montrés hop, ici, et je vais y revenir dans un instant sur ces personnages qui sont assez intrigants, qui est la nouvelle génération. Et il y en aura peut-être encore une nouvelle génération avec ce Loopman qui est assez rigolote.
voilà, qui apporte un clin d'œil comique, mais qui perpétue en tout cas cet esprit de faire des générations de super-héros. Dans les super-héros qui sont présentés, il y a plusieurs personnages principaux importants. Le personnage le plus important, c'est la sœur de la nuit, Sister Night, qui est donc Angela Abar, qui est l'héroïne de la série. Et donc elle est flic, elle est policière, masquée, elle a un déguisement de religieuse, elle est très 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 bien, le personnage est très bien écrit et très bien interprété, très badass. Bon, elle aussi, elle est comme tous les autres, elle n'hésite pas à torturer, castagner, à faire tout ce qu'il faut pour la justice. Ils ont un petit peu aucune limite. On est vraiment dans l'univers Watchmen, personne n'est sympa. Et donc voilà, c'est l'héroïne principale, c'est elle qui va mener l'enquête. Et comme dans le comics c'était Rorschach, ça sera elle dans la série. Et en tout cas, ça va être le personnage qui va nous permettre de découvrir cet univers. Et évidemment, il est en lien avec plein d'autres personnages, puisque c'est un personnage pivot. Et à côté d'elle, donc on a sur l'image Glass, qui est l'autre personnage important de la série, qui lui représente un peu l'américain qui est pas suprémaciste blanc, justement, qui est plutôt ouvert, mais qui vit un peu comme un redneck. Il a un abri anti-atomique. Il passe son temps dans des cercles de parole, un peu comme dans Fight Club, si vous avez vu ça, c'est vachement bien décrit. Enfin, on sent qu'il y a vraiment un côté américain du Midwest vraiment bien mis en scène, sauf que c'est quelqu'un de bien, entre guillemets. Il a une espèce d'idéal de justice et de faire le bien, même si lui aussi est ultra violent. Et lui, il a un pouvoir intéressant, enfin, qui est un pouvoir sans être un pouvoir, c'est qu'il détecte si les gens mentent. Donc ça aussi, c'est vachement intéressant. Et donc voilà. Donc ça va être les personnages principaux. Après, il y a d'autres personnages principaux. Il y a le chef de la police qui orchestre tout ça, qui va permettre à ses agents d'aller plus loin, de rester masqués, d'opérer, de se battre contre le Ku Klux Klan. Et il y a... donc après, je sais pas si j'en dis un peu trop ou pas, mais il y a des flics du FBI qui sont d'anciens super-héros aussi. Il y a pas mal et des anciens donc, du comic qui vont revenir, qui vont arriver dans les épisodes qui suivent et qui vont s'intégrer parfaitement là-dedans pour déjouer un second complot. Parce que du coup, évidemment, c'est comme The Watchmen, toute l'intrigue est sur un espèce de complot qui pourrait changer la face de l'humanité. Et donc tous les super-héros, quelle que soit leur orientation, vont essayer évidemment de se battre et de se concentrer pour arrêter ce complot géant qui pourrait changer la face du monde. Donc voilà, un peu pour vous en dire un peu plus sur les personnages. Je regarde un peu dans les commentaires, je vois Benoît qui dit possible de savoir où la série et comment cela se place par rapport au film. Donc on disait que le film, en fait, du coup, il est évacué. Mais par contre, du coup, cette série TV se place après le comics, donc en continuité du comics. Ça se passe 35 ans après et ça prend vraiment à la fin du comics pour tirer les fils. Donc c'est très connecté. Donc dans la bande-annonce, on voit un peu plus de personnages. On voit pas tous les super-héros, ou forcément pas tous, mais on voit qu'il y a d'autres super-héros qui vont apparaître. Donc je propose, si vous voulez, on peut dire dans les commentaires si vous voulez, est-ce que j'avance un peu, je parle un petit peu en faisant quelques petits spoils. Donc évidemment, je dévoile pas les intrigues principales, mais je vais parler un peu des super-héros qui sont là par rapport aux comics. Donc en fait, j'avais envie de parler un peu des super-héros qui apparaissent dans cette adaptation télé, qui sont aussi donc présents dans le comics. Donc évidemment, vu que c'est 35 ans après, il s'est passé des choses et il y a eu un impact. Mais du coup, ça implique que vous ayez lu le comics ou que je vais dévoiler quelques petites choses du comics pour dire un peu ce qu'ils sont devenus. Donc dites-moi dans les commentaires, soit si vous voulez vraiment pas, ou soit je vous conseille de partir, de revenir dans 5 minutes. Comme ça, on en parle un peu et vous n'êtes pas spoilé et vous pourrez évidemment le revoir après avoir attaqué la série. Donc comme vous voulez, dites-moi, moi je vous écoute. Je me mets un masque en attendant. Mais donc voilà, dans la série donc sur HBO, il y a plusieurs personnages qui reviennent et ça c'est hyper cool. C'est que donc les premiers épisodes sont assez cryptiques. Donc ça c'est assez étonnant comme écriture, mais au final
on l'apprécie, c'est qu'en fait le tout début, on n'y comprend pas grand-chose. Et moi je l'ai vu avec quelqu'un qui n'avait pas lu le comics, et du coup c'était pas mal de voir les deux réactions. C'est-à-dire que même si on a lu le comics, la série part avec plein de choses, des images, des flashbacks, des sous-intrigues, des choses comme ça, très très difficiles à comprendre. Et c'est fait exprès. Et en fait, les 3 premiers épisodes fonctionnent comme ça. Et après, à partir des autres, en fait, ils vont être plutôt didactiques. Donc on change complètement d'orientation. Et là, ils vont nous expliquer beaucoup de choses, au contraire, avec des personnages qui vont en introduire d'autres et qui vont dire un peu tout ce qui s'est passé. Donc la construction de la série, elle est assez étonnante, mais je suis pas un critique ciné, mais je pense qu'il y a un truc à analyser là-dedans sur cette façon très très cryptique, très très secrète de montrer plein de choses pour qu'on fasse nous-mêmes le mélange dans notre tête et que pendant plusieurs épisodes on se demande ce qui va se passer et qu'on s'imagine plein de choses. Et après une autre partie où au contraire il donne beaucoup d'infos pour qu'on relie tous les fils et pour qu'au final dans les derniers épisodes on soit ni perdu et que ça fasse pas sorti du chapeau. Donc ça c'est pas mal fait. Et donc dans les premiers épisodes, on a que la nouvelle équipe de super-héros, on a que ce nouvel univers héritage, donc 35 ans après des Watchmen, mais à partir voilà, du 3-4, on réintroduit des super-héros du temps d'avant. Donc le plus important et le plus intéressant, donc, c'est Laurie, le spectre soyeux, donc, qui est donc une des héroïnes du comic books, qui a une importance très forte du début à la fin. Et je vois une autre question, je reviens après sur ça. Watchmen, ça s'inscrit dans un univers à part où il est lié à d'autres super-héros. Alors en fait, le Watchmen, en fait, il a été écrit complètement à part. C'était vraiment Moore et Gibbons ont proposé un truc clos à part. Et en fait, DC Comics, l'éditeur, a choisi de le réintégrer dans sa continuité. Et donc en fait, il y a eu une préquelle et il y a eu une suite. Et en fait, ils ont décidé de le faire interagir avec d'autres personnages de l'univers d'ici. Ce qu'évidemment les deux auteurs n'ont pas cautionné. Mais il y a plein de signatures, il y a plein d'auteurs très connus en fait qui ont fait des épisodes. Et donc voilà, les Watchmen se retrouvent aujourd'hui dans la continuité d'ici avec d'autres. Mais en tout cas, voilà, c'était pas le truc de départ, c'était pas prévu au départ et c'était pas fait pour ça. Je pense que les auteurs auraient pas aimé ça, quoi, du tout. Et je crois qu'ils le disent assez. Jonathan dit Lindelof aime jamais tourner les choses simplement et il aime que le spectateur se fasse ses propres idées. Bah carrément, ouais, c'est exactement ça. Et justement, par rapport justement à Lost ou à d'autres trucs, il commence vraiment très fort comme ça. Et là, par contre, je sais pas si c'est le fait que ça soit une licence très prisée des fans ou que lui aimait beaucoup. Vers la fin, il prend quand même le parti pris d'en dire beaucoup et de boucler un peu toutes les intrigues pour pas qu'on reste sur notre fin quand même. Peut-être qu'il a appris de ses erreurs après tout ce qui lui est arrivé sur la fin de Lost. Donc ouais, donc j'en étais à Laurie, donc, qui est donc un des personnages principaux du Watchmen, hein, qui est, euh, qui est donc la fille d'un autre super-héros qui était elle dans l'équipe primordiale. C'est aussi une super-héroïne qui était en couple avec le docteur Manhattan. Et c'est aussi une super-héroïne qui sera en couple avec le hibou, un des autres héros masqués. Et donc tout ça en fait, en fait un témoin privilégié. Donc en fait, elle va être témoin de beaucoup de choses parce qu'elle a fréquenté beaucoup de personnages. Euh, du coup, voilà, elle est très intéressante dans le comics et jusqu'à la fin, elle a une importance assez primordiale. Et dans la série télé, c'est un des grands personnages de la série télé, puisque Lindelof a choisi de mettre, comme on le disait au tout début en intro, les personnages féminins un peu à l'honneur. Du coup, avec Angela, c'est l'autre héroïne de la série, puisque elle, donc elle est au FBI et elle enquête sur le meurtre d'un flic. Donc c'est tout début de la série, pas de spoiler. Et donc elle enquête sur le meurtre d'un flic. Et donc on a comme dans le comics une enquête à deux niveaux. On a Angela qui enquête d'un côté et Laurie qui enquête de l'autre côté, de son côté à elle. Et elle, du coup, elle fait partie du FBI dans la brigade anti-super-héros. Et donc son boulot, c'est de coffrer les super-héros renégats. Donc c'est assez intéressant puisque elle l'a été. Et dans la série, ils se permettent aussi de rappeler donc son passé et
d'expliciter des choses qui étaient aussi dans le comics, où ils le disent un peu plus clairement, ils font des liens pas mal. Et voilà, et du coup, le personnage est très bien intégré et très intéressant dans la série télé. L'autre personnage, ah, je regarde, je vois d'autres commentaires. Ouais, Christophe qui dit il y a beaucoup de choses à analyser de façon cinématographique, narration, couleur, musique. Ouais, je suis parfaitement d'accord. C'est vraiment en le voyant, on est assez scotché par ce qu'ils ont fait, par les libertés à la fois qu'ils ont prises et puis le boulot très fort qu'ils ont fait de l'autre côté entre les réalisateurs et les gens qui ont fait le scénario. C'est vraiment super bien fait et c'est vrai que côté ciné, moi je suis pas équipé pour vraiment faire une analyse forte et complète. Je me contente d'être plutôt moi sur l'histoire et sur le rapprochement avec le comics, etc. Mais ouais, il y a des trucs à faire parce que c'est à mon avis une série qui va compter et qui va marquer le genre de super-héros parce qu'elle est vraiment très à part de ce qui se fait dans les gros blockbusters et de ce qui se fait habituellement en super-héros quoi. Donc ça c'est intéressant. Et donc je reprends mon fil, je parlais donc des autres personnages de super-héros. L'autre grand personnage qu'on va retrouver euh, dans la série HBO, ça va être Ozymandias. Et donc Ozymandias, c'est un des personnages principaux aussi du comics. Donc qui est donc le super-héros, l'homme déclaré le plus intelligent du monde, qui est quelqu'un de très brillant, à la fois combattant hors norme et combattant euh, intellectuel, qui a des plans sur plusieurs années, qui peut prévoir des choses à l'avance, etc. Et donc cet élément très très brillant, évidemment, et revient dans la série et il est superbement incarné et surtout il est très drôle. Ils ont fait un personnage super drôle. Non seulement il reste assez ouais, on sent le personnage vraiment fort qui domine un peu les autres intellectuellement, etc. Mais ils en ont fait aussi un personnage très fun et il y a plein de trucs très marrants dans le traitement du personnage et ça j'ai bien aimé. Franck dit il faudrait un crossover Bubble du Randall. Ouais, carrément. En fait, ouais, peut-être on pourrait faire ça dans des prochains lives, inviter. Dans les prochains lives, on va inviter des auteurs. Donc maintenant que le confinement est un peu avancé, qu'on a testé, on a fait plusieurs lives avec vous, on a eu des retours et tout. Donc dans les prochains, on va essayer de faire aussi des lives avec des auteurs en direct avec qui vous pourrez échanger, poser des questions. Mais oui, pourquoi pas aussi des youtubeurs et des spécialistes aussi pour échanger des points de vue. Moi, ça me paraît chouette aussi. Je suis pas contre, c'est pour ça que je disais en commentaire, mettez vos idées. On est toujours à l'affût de bonnes idées. Et, euh, et donc voilà, donc le personnage d'Ozymandias c'est très très fun et très bien écrit et très bien joué. Et franchement, ça se tient pas mal. Et quand on le découvre, tout ce qu'on découvre sur lui est vraiment cool au début. Donc c'est pour ça que ça aurait été dommage de ne pas en parler. Et le troisième dernier grand personnage qui est évoqué, ouais, tu me suis dit Christophe, c'est dur d'en parler sans spoil, hein. J'essaie de vraiment d'être au ras du truc, de pas dire quand ils apparaissent, qui sont les acteurs, pour pas trop en dire. Mais après, je donne pas d'infos sur le truc général non plus, hein, mais j'essaie quand même de pas vous gâcher la surprise. Et donc le troisième personnage un peu important et très intéressant qui est mis en scène, parce que là aussi la façon dont il est mis en scène, la vision du personnage, comment il est écrit, elle colle complètement en fait aux propos en fait du scénariste, enfin du créateur. Il a voulu faire une série sur l'inclusion, sur le racisme, sur la mémoire, sur tout ce que ça veut dire d'être américain, sur voilà, cette culture un peu partagée mais mal absorbée parfois, etc. Et donc le personnage de Manhattan est réécrit un peu à la lumière de ça. Un personnage qui réapparaît au Vietnam et qui se rend en Oklahoma, dans cette ville où il y a eu ces massacres de population. Et du coup, c'est hyper intéressant dans la façon dont il est mis en scène. Ouais, c'est ça, exactement, Jonathan. Il revient très tard dans la série, mais il est vraiment au centre du truc. Et en fait, on sent son influence tout le long. Et évidemment, comme c'est dans le comics le personnage le plus puissant et qui pose la question de qu'est-ce que ferait quelqu'un qui a ces pouvoirs-là, qu'est-ce qu'il pourrait tout changer puisqu'il a quasiment des pouvoirs divins. Surtout que dans le comics, donc ça lui est reproché de ne rien faire. Et dans la série, évidemment, il plane comme ça, comme une ombre, parce que la même question revient. Il a choisi de s'isoler sur Mars pour pas avoir affaire aux affaires humaines, parce que ça ne l'intéressait plus. Que son dernier lien avec l'humanité a été coupé.
mais du coup ça plane évidemment là, un personnage de cette importance-là, il pourrait évidemment tout changer, et c'est au cœur vraiment de la série. Et donc ça, ah oui, ça c'est intéressant, c'est que la série, je parlais du côté un peu cryptique et du côté un peu difficile à comprendre au début. Il y a même un truc, c'est qu'au début, moi quand j'ai regardé les épisodes, je me disais il y a des trucs qui étaient mal faits. Et ça c'est trop étonnant, tu vois, quand même un truc avec ce budget-là, avec ces castings, créateurs, etc. On dit c'est con que ça soit un peu mal fait pour des détails en fait. Et ce qui est super cool, c'est que plus on avance dans la série, plus on s'aperçoit qu'évidemment, c'est pas mal fait, c'est fait exprès. Et il y a des zones un peu, comme on disait tout à l'heure, ils cherchent à nous faire réfléchir. Il y a des zones un peu, bah, on se dit tiens, il y a un truc qui va pas, ou on se dit tiens, bah, là, c'est pas logique. Et en fait, c'est fait exprès. Et du coup, on a la suite, dans la suite des épisodes, on a des explications et on comprend pourquoi ça a été fait comme ça. Et là, on se dit ah putain, ouais, c'est trop malin. Et du coup, ça, c'est très très bien fait parce qu'il joue, justement, on parlait de Manhattan, et il a son importance parce que Manhattan, dans le comics, mais comme dans la série ou le film, c'est un personnage qui a une particularité que Moore a trouvée et qui est assez brillante, c'est de dire que c'est un personnage qui ne voit pas le temps d'une façon linéaire. C'est-à-dire du fait de sa puissance, du fait de sa nature qui a été recomposée avec des tachyons, etc., enfin, dans tout un jargon physique, chimique et physique, il voit plus le temps de manière linéaire comme nous, qui est de toute façon d'un côté philosophique un peu étrange, mais il voit le temps en simultané, donc il vit en parallèle tous les moments de sa vie. C'est-à-dire qu'à chaque moment de sa vie, il vit en parallèle tous les autres, et ce qui l'amène à prendre des décisions X ou Y. Dans la BD, c'est assez bien mené. C'est très bien fait dans la BD, et dans la série ils s'en servent pas mal aussi et ça joue vachement et ça rattrape tous ces trucs où on se disait tiens c'est des défauts, et en fait du coup c'est pas des défauts, et il y a tout un jeu comme ça sur la temporalité, sur des choses. C'est pas parce qu'on l'a vu avant que ça a pas d'influence sur le futur, et c'est pas parce que ça se passe après que ça a pas d'influence avant, donc ça c'est assez marrant. Donc là aussi je spoil pas, mais vous allez voir cette notion là, elle est assez étonnante et bien jouée, en tout cas bien amenée dans la série télé. En tout cas, moi, ça m'a bien plu. Voilà, c'était quelque chose de chouette. Si vous avez d'autres questions, moi je réponds aux questions. Là, ça fait déjà 50 minutes qu'on discute sur ça. Ah si, je vois Maximilien qui me dit on n'est pas dans le sujet, mais ton avis sur Before Watchmen. Alors, Before Watchmen, c'est marrant parce que j'ai pas voulu les lire. Vu tout ce qui était, comme on disait un peu plus tôt dans le live, que les deux créateurs s'opposaient à ça, que DC avait fait forcing, etc. J'étais vraiment pas chaud, mais je me dis pourquoi pas un de ces quatre les lire, surtout qu'il y en a un qui est fait par Darwin Cook. Darwin Cook qui est un des auteurs de comics les plus passionnants, impressionnants, malgré le fait qu'il n'en ait pas fait tant que ça. Lui en a fait un, je crois sur le comédien, si je dis pas de bêtises, je l'ai plus en tête. Mais oui, ça serait peut-être quelque chose que j'essaierais bien à un moment donné, mais pour l'instant j'ai pas voulu les lire. De même que la suite qui s'appelle Doomsday Clock, je crois, mais qui elle a pas bonne réputation du tout, donc je pense pas non plus le faire. Mais ouais, non, j'avais pas été attiré, j'avais pas voulu les lire un petit peu, bon, bêtement, en me disant c'est de la récup, ça me faisait un peu chier, mais pourquoi pas. Je me laisse encore un peu de temps. Surtout que là, en voyant cette adaptation sur HBO, je me dis oui, effectivement, on peut faire des choses bien avec le matériel, avec le point de départ. Et de toute façon, c'est vrai que les comics, et c'est vrai que de toute façon, c'était la méthode Alan Moore, hein, il réutilisait des personnages de toute façon qui n'étaient pas à lui, et il en refaisait autre chose, peu importe ce que le créateur d'origine aurait bien voulu faire. Donc oui, non, il y a pas de truc. Et c'est vrai que Jonathan dit le Minuteman de Darwin Cook est génial. Bon, de toute façon, ça m'étonne pas parce que Darwin Cook est génial. D'ailleurs, tiens, ça n'a rien à voir, mais si vous cherchez une très très bonne idée lecture comics, lisez The New Frontier, qui a été réédité là, il y a pas longtemps chez Urban Comics, qui est assez magique. Du coup, je reprends le fil des commentaires. Bah, y a plein de commentaires sur la série, mais du coup, je vais pas en dire plus sur les personnages pour pas faire de spoil. Voilà, donc si vous avez d'autres questions sur cette série, ce comics ou le film, j'ai essayé de faire des parallèles, j'ai essayé de parler un peu des trois en même temps. Je sais pas si le format aussi ça vous convient, si c'est ça
qui vous plaît. Voilà, c'était un premier essai pour un côté un peu plus pop culture. Et donc je pense qu'on en fera d'autres. Il y a plein d'autres séries hyper cool, que ce soit The Boys, qui a été adapté il y a pas longtemps, ou Preacher, qui est vraiment cool. Il y a Légion, enfin, il y a vraiment plein de trucs. Donc je pense qu'on a de quoi faire, rien qu'avec les séries télé. Et puis, parce que les films, en fait, finalement, tout ce qui est gros films super-héros, ça a été beaucoup, beaucoup analysé. On trouve pas mal sur YouTube de gens qui parlent de ça. Mais sur les séries ou trucs plus récents, je trouve qu'il n'y avait pas de. Il n'y avait pas comme ça de dialogue sur la confrontation comics plus adaptation, et du coup avec des ponts entre les deux. C'était soit l'un soit l'autre, du coup j'avais bien envie de faire ça. Donc j'ai une question de Christophe qui dit: est-ce que tu penses la série est appréciée que par les lecteurs de comics? euh, Bah, je sais pas en fait. Franchement, moi je l'ai fait voir à plein de gens qui avaient pas lu le comics ou qui connaissaient juste de nom ou qui avaient juste vu le film de Zack Snyder, et ça passe super bien. C'est quand même une super série. Je pense que même si on n'a pas l'univers Watchmen, la série est trop cool, et elle se suffit à elle-même, et en plus elle a un regard très fort, ce qu'on disait sur l'actualité, sur tout ce qui se passe aux États-Unis, sur Charlottesville, enfin tous ces trucs-là où ça dégénère un petit peu en ce moment, et que du coup le focus qui est mis sur le racisme et sur l'espèce de réappropriation suprémaciste blanche qu'il y a en ce moment aux États-Unis, c'est bien, bien foutu, et du coup la série évite déjà bien pour ça. Mais donc oui, donc je pense qu'il y a pas que les lecteurs de comics qui doivent l'apprécier. Surtout qu'après le film de Zack Snyder, où je crois qu'il y a beaucoup de fans de comics qui n'avaient pas trop aimé, peut-être que justement, à mon avis, les fans, vrais fans, n'étaient pas trop allés vers la série comme ça. Peut-être que maintenant ça a changé parce qu'il n'y a que des bons retours. Mais ouais, j'aurais pas dit ça. Mais en tout cas, moi je conseille vraiment, vraiment de lire le comics avant, ou en même temps, hein, ça peut être en même temps, mais ça, il y a vraiment un vrai plus, quoi. C'est vraiment beaucoup, beaucoup plus intéressant. Et donc, bah, merci pour vos commentaires, tous les encouragements. Là, je lis, il y a des trucs sympas. Donc voilà, donc si vous avez des idées pour des prochains lives, si vous avez des commentaires ou des questions, on est toujours ouvert. Vous avez vu, à chaque fois, on change. Le prochain live, la semaine prochaine, ça sera autour du transpersonnage Snowpiercer. Donc, pour parler de la BD de Jean-Marc Rochette. Donc, qui sort un nouveau volume Extinction avec Mats. Et en fait, il y a tout un dispositif. Donc, il y a cette BD qui sort, mais il y a aussi donc une nouvelle série sur Netflix. Et donc, il y a le film de Bong Joon-ho, si vous l'avez vu, qui est super chouette aussi. Et donc voilà, tout ça, il va y avoir une grosse actu sur Snowpiercer. Et du coup, on s'est dit vendredi prochain, quand on faisait une émission spéciale Snowpiercer, où je parlerai de la dernière BD, mais je parlerai aussi de toutes les BD parce que c'est assez complexe, vu des différents scénaristes, vu des différentes époques, sur tout ça. Et après, il y aura une interview de Jean-Marc Rochette. Et donc, pareil, dans les commentaires, vous pourrez poser vos questions à Jean-Marc Rochette. Il ne pouvait pas être en direct, malheureusement, mais du coup, on lui posera des questions comme on a fait pour les 3 premiers lives. Donc, ils sont toujours visibles avant. Mais voilà, donc en tout cas, vous pouvez faire ça. Et rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain live. Voilà, bah merci à tous, et je continuerai à regarder les commentaires si vous avez d'autres questions ou d'autres idées. Et je vous souhaite une bonne soirée.